au monde, à mes yeux. Je savais quand j'étais bientôt arrivé à la maison, parce que dehors, je voyais de la verdure à perte de vue, quelle que soit la saison. Ou presque. Tous les gens que je connais sont nés et ont grandi ici. Je suis parti un mois et je suis revenu direct. Il y a le football le vendredi soir, les courses sur piste cendrée, les courses de dragster. Ça fait partie de notre vie ici. C'est une ville tranquille, mais seulement en apparence. Pour être aussi près de mon père, c'est forcément quelqu'un qu'il connaissait. Je ne crois pas qu'il se rendait compte du genre de personne que c'était. Je me demandais comment elle avait su qu'il était mort. On a un drôle de triangle amoureux. Je me disais, s'il arrive à commettre un meurtre sans se faire prendre, est-ce que je suis le prochain sur la liste? À ce moment-là, on essaie de savoir qui dit la vérité. À demain. Oui, au revoir. En 2011, c'était la première fois qu'on voyait quelque chose comme ça dans cette région. C'était un matin comme les autres. Je suis passé au café, prendre mon petit déjeuner. Puis vers 10 heures, j'ai reçu un appel vraiment bouleversant. Clutch County 911. What's the problem? Well, ma'am, I was walking Bennett Gansden, and I think I seen a body floating. I'm not for sure, but I just took off running. Okay, do not hang up, okay? I want to get some more information from you. Well, Okay. I won't be in trouble if it ain't. I will. No. I just need to get some information from you. Okay. Hold on. J'ai déjà travaillé sur des affaires qui concernaient des copains de lycée ou des amis de la famille. Dès que je reçois un appel, je me demande qui ça va être. Je suis arrivé au pont, j'étais le premier sur les lieux. Effectivement, en descendant vers la rive, j'ai vu ce qui ressemblait à un corps flotter dans l'eau. C'était un homme corpulent, pas de papier sur lui, donc une victime non identifiée. Il avait une blessure par balle à la tête. On a donc commencé par chercher à déterminer s'il s'agissait d'un suicide ou s'il avait été abattu et jeté à l'eau. L'homme portait un t-shirt orange du Fuzzy's Bar. C'est un petit bar de motards de la ville. Parce qu'il portait le t-shirt d'un bar du coin, on a pensé que c'était quelqu'un de la région. J'ai appelé le procureur Steven Strain afin de l'informer qu'on avait trouvé un corps dans la rivière. Quand je suis arrivé sur place, le corps était toujours dans l'eau. Il y avait des canettes de bière, il y avait toutes sortes de déchets à l'endroit où se trouvait le corps. L'eau était peu profonde et le corps reposait sur des rochers. Il était retenu à un point fixe. Si le corps avait été jeté dans une eau plus profonde, il aurait dérivé. Et il n'aurait peut-être été trouvé qu'un mois ou deux après l'homicide. En explorant la zone, on a remarqué des traces de pneus. On ne savait pas s'il y avait un lien ou pas, mais si c'était quelqu'un qui était venu se débarrasser du corps, il avait fallu qu'il le transporte jusqu'ici. Ensuite, on a trouvé des traces dans la boue qui menaient à la rivière. Visiblement, quelqu'un l'avait soulevé et traîné. C'était une affaire de meurtre. Cet homme n'était pas arrivé dans la rivière tout seul. Une des premières choses à faire, c'était de parler à cet homme qui ramassait des canettes au bord de l'eau et qui avait trouvé le corps. Are you there? Yes, ma'am. Can you give me your name? My name is Larry. Larry. Oh, Lord, no. Okay, just hang on. You didn't do anything wrong, okay? Still there? Yes, ma'am.
Larry habitait la ville depuis un moment. Avait-il déposé le corps dans l'eau? Est-ce qu'il s'était débarrassé du corps et avait appelé la police pour ne pas être soupçonné? On a photographié les semelles de ses chaussures. Si on devait trouver ses empreintes plus près de l'eau, alors qu'il prétendait ne pas y être allé, on serait amené à l'interroger de nouveau. On a pu vérifier l'histoire de Larry. On a vu à quels endroits il était passé et comment, une fois qu'il avait découvert le corps, il était parti sans demander son reste. Larry n'était désormais plus pour nous qu'un simple témoin. Après avoir examiné la scène de crime, on s'est intéressé à un appel qu'un de nos hommes avait traité tôt ce matin-là et qui nous paraissait très suspect. Squatch County 911, where's your emergency? I don't really have an emergency. I just went down beneath my house to do some work on my property, and somebody had pulled the car in there and burned it to the ground like a snake. It looks really suspicious, meaning like somebody drove it in there and set it on fire. Les deux affaires sont peut-être liées, on ne sait pas. On part donc examiner le véhicule pour voir ce qu'on peut découvrir. La voiture est complètement calcinée. Il n'y a plus de pneus, il n'y a plus rien. Tout a été détruit. Mais on trouve une carte d'invalidité. Elle est brûlée, mais pas entièrement. Quelques numéros sont encore lisibles. Et cela nous permet de trouver le propriétaire de la voiture. Il s'agit de Clifford Carden Jr. Aucun d'entre nous ne le connaît. Pourtant, on connaît beaucoup de gens à Dunlap. En général, il y a toujours quelqu'un qui connaît la victime au poste. Mais lui, personne ne le connaissait. On a trouvé son dossier de permis de conduire et sa photo. Son corps était toujours identifiable, parce qu'il n'était resté dans l'eau que 15 ou 16 heures. C'est la première fois que je raconte cette histoire à qui que ce soit. Je me rappelle ma rencontre avec Jody Lockhart et d'autres policiers. J'ai identifié Cliff grâce à ses tatouages. Mais je me suis effondré quand je l'ai vu allongé. Cliff avait dans les 17 ans quand je l'ai connu. Sa mère et moi, on était mariés depuis quelque temps quand il a commencé à m'appeler papa. Il était le fils que je n'ai pas eu, au fond. Le jour où on nous a prévenu que Cliff avait été tué, ça a été affreux. On était sous le choc parce qu'on ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Il n'avait aucun problème avec qui que ce soit, à notre connaissance. C'était simplement un meurtre abject. J'avais 5 ans quand ma mère et Cliff se sont mariés. Et à partir de là, il m'a élevé comme son propre fils. Ils ont fini par divorcer. Mais pour moi, le seul père que j'ai eu et le seul homme que je continuerai à appeler papa, c'est Cliff. Après avoir identifié M. Carden, on a souhaité visiter son domicile. On sait qu'il a été jeté dans la rivière, mais on ne sait pas où il a été tué. On se rend donc chez lui pour voir si on trouve des indices. On arrive de nuit. Les lumières sont éteintes. On voit qu'il n'y a personne. On entre par la porte de derrière. Une fois à l'intérieur, on constate que quelqu'un est passé avant nous. Tout est sans dessus-dessous. Et on voit qu'une bouteille de propane a été posée contre un radiateur mural. L'intention était de mettre le feu au domicile de Cliff Carden. Une bouteille de gaz est couchée devant le radiateur qui, en se déclenchant, aurait fait fondre le plastique et brûler la moquette.
Le feu aurait été alimenté par la table en bois. On a voulu détruire les indices. Je suis en train de coucher mon fils. Le téléphone sonne. C'est la deuxième femme de mon père, Cindy. Cindy me dit textuellement, « Ton père est mort. » Vu son état de santé, j'ai pensé à une crise cardiaque. Bien sûr, je me demandais, en allant chez mon père pour rejoindre les policiers sur place, comment elle avait su qu'il était mort. Parce que Cindy et mon père avaient rompu depuis pratiquement un an. Ils s'étaient séparés, mais ils n'avaient pas encore officiellement divorcé. On est arrivé chez mon père, il y avait des policiers sur place, des enquêteurs, et il y avait Cindy. Cindy et moi, on n'était pas très proches. C'était plutôt une connaissance. Une fois dans la maison de mon père, Cindy a regardé tout le monde et elle a dit « Vous savez que tout ça m'appartient parce qu'on est toujours mariés. » Et je l'ai regardé, complètement effaré, en me disant « C'est une blague ». J'ai commencé à aller vers le bureau de mon père et Cindy s'est mise devant moi pour m'en empêcher. Je lui ai dit « Vous faites quoi ?» Elle a répondu « T'as rien à faire là-dedans ». Alors je l'ai poussé, je suis entré, j'ai allumé la lumière et j'ai tout de suite vu qu'il manquait des choses. Papa adorait Dale Earnhardt. Il avait une miniature en porcelaine à l'échelle 1/18e de l'Oreo, dans laquelle Earnhardt s'est tué. Elle était derrière son bureau, posée sur un socle, et elle avait disparu. On voyait l'endroit où elle avait été posée. C'est là que j'ai compris que c'était louche. Pourquoi elle aurait voulu m'empêcher de voir ça si elle avait rien à cacher? Sequatchie County deputies and TBI agents spent Thursday along the banks of the Sequatchie River collecting clues that at the time showed obvious signs of murder. J'étais ici au restaurant quand j'ai appris le meurtre de Cliff Carden. Quand il se passe quelque chose comme un meurtre, évidemment, l'affaire est sur toutes les lèvres. Les clients se parlent d'une table à l'autre. Chacun y va de son hypothèse quant à qui a fait le coup et pourquoi. Toute la salle ne parle que de ça. Il y avait des gens qui venaient tous les jours. Ils avaient une table. Ils étaient toujours en train de parler de voitures, de réparations. Je le connaissais parce que il venait tous les jours prendre le café. Il avait l'air d'être un type tranquille. Il embêtait personne. Je travaillais. J'étais sur East Valley Road, à la hauteur du pont où Cliff a été retrouvé. J'ai vu toutes les voitures de police et je me suis dit, bon sang. J'étais triste pour sa famille, pour lui, pour Dunlap. Au Fuzzies, j'ai commencé à 4 $ de l'heure. Et j'ai fini par acheter le bar. Cliff venait pratiquement tous les jours. Il faisait partie de ces clients qui paient toujours leur tournée. Si quelqu'un lui demandait un coup de main, il l'aidait. Il mettait facilement la main à la poche. J'avais peur que les gens profitent de lui. Je lui disais parfois, Cliff, t'es pas obligé de faire ça. Quand l'affaire a été diffusée dans les médias, on a été contacté par un commerçant de la région. Il nous a informé que 2 jours avant la découverte du corps de M. Carden, celui-ci était dans son magasin et il l'avait entendu parler au téléphone avec son ex-petite amie. Cliff était très contrarié par cet appel. Il avait posé son téléphone violemment et avait dit au propriétaire du magasin que son ex et son nouveau copain avaient essayé de le faire sortir de la route. Cette ex-petite amie était Cindy Carden?
J'ai toujours connu mon père sous le capot d'une voiture. Quel que soit le problème, il le réglait, il s'en occupait, il réparait. L'odeur de ce garage me rappelle mon père plus que n'importe quoi d'autre au monde. La mécanique, c'est physique. Mon père avait des problèmes de dos à cause de son poids. Alors il prenait des médicaments pour ça. Il me manque beaucoup. Il était toujours là pour nous. J'étais fier de lui, il se débrouillait bien. Lorsqu'il ne travaillait pas sur une voiture, il voulait être avec ses petits-enfants. Mon plus jeune avait... Il avait 1 an à l'époque. Et ça me fend le cœur de penser que Colby le connaîtra jamais. Il n'aura jamais ce grand-père, ce gros nounours devant lui. Il l'aura jamais. Il y avait des rumeurs, des hypothèses, des commérages, tout le temps. On entendait, tout le monde savait qu'il avait de l'argent sur lui. C'est étonnant que ce soit pas arrivé plus tôt. C'était un homme généreux. Il parlait toujours à son ex-femme et il l'aidait. J'avais l'impression qu'elle avait envie qu'ils se remettent ensemble. Mais peut-être qu'elle n'obtenait pas de Cliff ce qu'elle aurait voulu. On voulait parler à Cindy au plus vite. On voulait savoir si, malgré la séparation, ils étaient en bons termes. On voulait savoir si elle était impliquée. Elle était notre suspect numéro 1. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège des théories et des idées. Il faut s'en tenir aux preuves et voir où elles vous mènent. Je savais que l'histoire ne se résumait pas à ce qui avait été découvert. Je soupçonnais toujours Cindy d'avoir appuyé sur la détente. On a découvert qu'il avait souscrit une assurance vie dont la bénéficiaire était Cindy et qu'elle allait toucher une grosse somme d'argent. Il était donc impératif qu'on lui parle, qu'elle nous dise ce qu'elle savait et à quand remontait son dernier contact avec Cliff. Pendant son interrogatoire, Cindy Carden nous a fourni un alibi. Elle nous a dit qu'au moment où Cliff Carden avait été tué, elle se trouvait au salon de coiffure Lauren Brooks, puis qu'elle était rentrée chez elle. On a vérifié ces 2 informations. On a conclu qu'elle n'était pas impliquée dans le meurtre de M. Carden. Son alibi était solide. Il avait un grand sens de l'humour. Il était très drôle. Il racontait des blagues et je crois qu'il les inventait. Jamais j'aurais imaginé être soupçonnée. Ils m'ont demandé où j'étais, à quelle heure j'étais ici, à quelle heure j'étais là-bas, et j'ai répondu à chacune de leurs questions. En 1988, je suis mère célibataire, j'élève 2 enfants. On frappe à ma porte. Une amie m'avait prévenu que quelqu'un voulait me rencontrer. Et quand j'ouvre la porte, waouh, il était très beau. Là, j'essayais de lui barbouiller le visage. On s'est mariés le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. On est restés ensemble 23 ans. Il ne me serrera plus jamais dans ses bras. Je me suis séparée de Cliff en 2011. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je suis partie. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. On s'éloignait l'un de l'autre. J'étais la dernière personne à lui avoir parlé. Il m'avait appelé. On avait bavardé et il m'avait dit « Si ma voiture n'est pas là, ne t'inquiète pas, je vais revenir. » Je n'ai pas vu sa voiture, alors j'ai continué mon chemin.
Il avait tellement d'amis femmes avec qui il parlait, à qui il réparait la voiture. Il pouvait tout à fait être chez une ancienne cliente en train de travailler sur une voiture. Quelques mois à peine avant la mort de Cliff, il est allé à Daytona avec une amie du Fuzzies. Ils se sont pris en photo ensemble sur la plage. Elle portait ma veste. Une Dale Earnhardt. Ils étaient peut-être juste amis? Ouais. Si vous voulez. Quand on a découvert le corps de Cliff dans la rivière, il portait un t-shirt du Fuzzies Bar. C'est un petit bar de motards de la ville. On y est donc allé pour savoir si quelqu'un le connaissait, ou avait des informations sur ce qu'il s'était passé, ou une idée de qui avait pu le tuer. Sebra Roddy, la propriétaire du Fuzzies Bar, nous a informé que Cliff était venu 2 soirs avant qu'on découvre son corps dans la rivière, et qu'il était en compagnie d'une femme. Madame Roddy nous a décrit une femme aux cheveux bruns, qui portait un pantalon noir, une chemise blanche, et une veste de couleur foncée. Il était venu vers 19h, ce qui était tard pour lui. Il était avec une femme que je n'avais jamais vue. Elle devait avoir mon âge et elle avait les cheveux brun-noirs, une coupe droite. Et ce qui m'a frappé chez elle, elle semblait très sympathique au premier abord. Mais elle allait souvent aux toilettes et elle y restait longtemps. J'ai demandé à Cliff si elle allait bien, et il m'a dit que oui. J'ai senti qu'il voulait être tranquille. Alors, je ne les ai pas embêtés. Ils ont dû rester 1 heure. Je suis retournée les voir une autre fois. Quand ils sont partis, il a payé en liquide, bien sûr. Il avait une grosse liasse. Quand il a sorti cette liasse, j'ai remarqué qu'elle la regardait. Il venait de toucher sa pension d'invalidité et elle le savait. Je vous garantis qu'elle le savait. Quand ils sont partis, je leur ai dit de faire attention en rentrant. Il m'a dit « À demain ». C'est la dernière fois que j'ai vu Cliff. Il fait un peu froid pour se balader. Ils me répondent « On avait besoin de faire de l'exercice, de marcher, on s'ennuyait. » J'ai pensé « Quoi ?» J'ai trouvé ça louche. Brian n'était pas comme d'habitude. Alors j'ai dit « Je vous dépose ?» Il a dit « Ouais, dépose-nous au motel. » Quelques jours plus tard, avec un copain, on discutait et il me dit « Tu sais, la voiture a été brûlée à côté de chez toi. » J'ai dit « Non, je savais pas. » Il a dit « Oui, une voiture brûlée, Brian et sa copine qui venaient de cette direction, c'est pas bon signe. » J'ai pensé « Non, pas bon signe du tout. J'appelle le shérif. » Brian Bettis est d'ici. Il a à peu près mon âge. Il était à l'école à Dunlap. J'avais déjà eu affaire à lui. C'était un type sympa qui se mettait dans le pétrin de temps en temps, avec ses amis, quand il avait bu. C'est par ici que Randy Griffiths a pris Brian Bettis et cet inconnu dans sa voiture. Et la voiture brûlée a été retrouvée sur cette route. Juste là, sur ce chemin de gravier là. Randy Griffiths avait vu qu'ils avaient de la boue sur eux. Or, à l'endroit où la voiture a été brûlée, le sol était boueux. On se demandait donc si cette mystérieuse inconnue était la femme qui avait été vue avec M. Carden au Fuzzies Bar. Il fallait qu'on localise Brian Bettis au plus vite. À ce moment-là, ils étaient nos principaux suspects. On concentrait nos recherches sur Brian et cet inconnu. On ne savait toujours pas qui était cette femme aux longs cheveux bruns qui accompagnait M. Carden au Fuzzies Bar. Brian Bettis était d'ici. On avait grandi ensemble, pour ainsi dire. Il était connu des services de police. Il avait déjà eu des ennuis, mais rien de très grave. Il se mettait dans le pétrin de temps en temps quand il avait bu. Brian Bettis avait travaillé ici quelques mois, à la plonge. Il faisait un peu le pitre, par moments. Mais dans l'ensemble,
Il était plutôt tranquille. Je le voyais pas comme un type capable de commettre un meurtre. Le soir du meurtre, il est venu chercher des plats à emporter. Et le lendemain, il est venu chercher un petit déjeuner qu'il a emporté dans sa chambre. J'ai rien remarqué d'extraordinaire. On a échangé quelques mots, c'est tout. Pendant qu'on cherchait Brian Bettis, un policier local nous a contactés. Il a une station-service dans le coin. Un de ses employés, qui est aussi un membre de sa famille, avait servi de l'essence à Brian Bettis avant qu'on retrouve la voiture incendiée et le corps de M. Carden. J'ai jamais raconté mon histoire devant une caméra. J'ai toujours eu trop peur qu'ils s'en prennent à moi. J'avais vu dans le Dunlap Tribune, un petit journal local, un article sur cette affaire. J'ai lu l'article sur le meurtre. J'ai dit à la police que j'avais des informations sur ce meurtre. Ils m'ont fait venir pour m'interroger. Brian Bettis came in and asked me so to put gas in. He said, yeah, his exact words was, it don't matter what it is. Did you see a car or anything, or do you walk, or do you ride? I seen him walking. And then I seen him later that night at the Kangaroo. He was scratching motor tickets off, and I looked over, and his facial hair was singed. Singed hair up to here, and his eyebrows were singed. You remember anything about him besides that? Singed hair and stuff? I seen blood on his pants. You seen blood on his I'm pretty pants? sure it was blood. Les informations fournies par M. Hobbs étaient des preuves supplémentaires que Brian Bettis était impliqué dans le meurtre de Cliff Carden. On pouvait désormais établir un lien entre M. Bettis et la voiture brûlée de la victime. L'agent Wilson et moi-même, on cherchait les endroits où pouvait se trouver Brian Bettis. On a repensé à la déposition de Randy Griffiths et on s'est rendu au motel de la ville où celui-ci avait déposé le couple. On y a saisi les images de vidéosurveillance. On a fini par voir des images de Brian et de la femme aux longs cheveux bruns, la même qui avait été vue avec Cliff au Fuzzy's Bar. On voit la voiture de Cliff Carden. On les voit entrer et sortir. Ils portent ce qui pourrait être des voitures miniatures. Ils entrent dans l'hôtel sur le côté. On les voit à la réception, ils rigolent, ils plaisantent, ils s'amusent bien. En regardant ces images vidéo, on apprend que Brian et la femme ont pris une chambre au motel le 2 février vers 17h, la veille de la découverte du corps. Ils passent 3 nuits au Dunlap Inn, puis ils se séparent. Ils mettent pas mal de temps à quitter leur chambre. Ils ont beaucoup de choses. La chambre avait déjà été nettoyée. Il ne restait plus rien à l'intérieur, mais les poubelles avaient été jetées dans une benne dehors. On a donc fouillé les poubelles, chambre par chambre, sac par sac, et on a fini par trouver le sac poubelle de la chambre de Brian Bettis. Ce que Jody a trouvé de plus important, c'est un flacon de médicaments au nom de M. Carden, sur lequel il y avait du sang. Le flacon a été envoyé à Nashville, au laboratoire du Tennessee Bureau of Investigation. Les techniciens l'ont analysé et ont découvert le sang et l'ADN de M. Carden sur le flacon. Et par aller frapper à la porte de la maison familiale pour essayer d'obtenir des informations. Un peu plus tard, l'agent Wilson m'a appelé pour m'annoncer que M. Bettis s'était rendu de lui-même et qu'il voulait être interrogé. We won't talk to you. I know you come in on your own. I always do, fella. No matter what the situation is, but I ain't going to prison for something I didn't do. Just calm down. We'll get through it. Brian semble secoué. Il a peur. I didn't do this. Il nous informe que l'inconnue s'appelle Susan Baker. I met her December 17th. Started talking, started dating. I moved in with her for about 7 or 8 months. I mean, there's been times like where I left because she done something stupid, and every time that I left, she went to that dude's house. Who was doing that?
Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Susan Baker sort avec deux types, avec Brian Bettis et Cliff Carden. On a un drôle de triangle amoureux. C'est peut-être elle le cerveau. Ou alors Brian a été jaloux en apprenant qu'elle sortait avec Cliff en même temps que lui. Il a peut-être abattu Cliff par jalousie. Il nous raconte qu'elle était avec M. Carden au bar plusieurs jours avant ça et que lui n'avait jamais vu M. Carden. I've never met the dude before my entire life until Wednesday. Never seen him before, nothing until Wednesday. Il affirme qu'il est le petit ami de Susan Baker depuis un an, qu'il ne savait pas qu'elle avait un autre petit ami. On commence à se demander à ce moment-là s'il dit la vérité ou s'il essayait de lui faire porter le chapeau. She calls me, and she's like, "You won't make some money? You won't make some money?" And I said, "Yeah." Brian nous donne sa version. C'est Susan Baker, c'était son idée. Selon lui, c'est le cerveau de l'opération. Elle est armée. Il n'a fait qu'obéir à ses ordres. I was in the backseat. I was scared, dude. You know what I mean? I just wanted to do you shot the head that far from me. Il nous dit, elle lui a tiré une balle dans la tête. Protégez-moi, j'ai peur. À partir de là, toutes les unités sont mobilisées pour retrouver Susan Baker. Le 8 février 2011, on avait reçu des informations sur l'endroit où se trouvait l'arme utilisée pour commettre ce meurtre. Et on a retrouvé l'arme dans un bar du comté de Hamilton. On a localisé Susan Baker à Dallas Hollow, dans le comté de Hamilton. On l'a conduite au bureau du shérif. Est-ce que c'est une histoire de triangle amoureux? Je pense plutôt que cette fille était vraiment mauvaise. Je ne crois pas que Cliff se rendait compte du genre de personne que c'était. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait lui arriver, sinon il se serait jamais mis dans cette situation. Il faisait confiance à ces gens. Et il les aidait. Ils ont profité de sa générosité et de sa gentillesse. J'ai voulu voir l'endroit où mon père a été retrouvé. Je me suis garé près du pont. Je suis descendu au bord de l'eau. C'était encore très difficile pour moi psychologiquement. Ça s'est transformé en colère contre Brian Bettis. Pour moi, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Leur intention était de lui prendre ses médicaments, son argent, et Brian le savait très bien. Il savait ce qu'il allait se passer. À ce moment-là, l'agent Wilson et moi-même, on interroge Susan Baker. What kind of relationship did you have with Cliff? He was an older man. He paid attention to me. You know, he took me to Myrtle Beach, took me to Daytona 500. First time I've ever been to Florida, Gatlinburg. Just took me trips, just spent money on me, you know, paid attention to me. Shows you a little bit of love and affection. Yeah. For a long time, it was an ongoing relationship. And then when it was up and on, we'd still talk, and then we'd get back together. Tell me your relationship with Brian. We had bought wedding rings. Pretty serious relationship. Right. Au cours de son interrogatoire, Susan Baker nous raconte qu'elle s'est disputée avec Brian 2 nuits avant le meurtre et qu'elle s'est réfugiée chez Cliff Carden. Brian was jealous of Cliff. Every time we got into an argument, he'd always bring up Cliff's name. It would always come up. Always. Elle nous raconte une histoire selon laquelle Cliff et elle sont allés à Dunlap pour rejoindre Brian dans un magasin. Susan a passé 3 jours chez lui avant ça. Elle lui avait dit qu'elle avait nulle part où aller. Et comme il aimait les gens, il l'avait accueilli chez lui. Ensuite, elle lui a fait croire qu'il devait aller chercher un ami, Brian Bettis, qui en fait était son petit ami. Il y était allé parce qu'elle lui avait fait croire que c'était simplement un ami qu'ils allaient chercher. Brian Bettis savait ce qu'ils allaient faire. Brian, we rode around and
Go. You went back in the woods, what happened? Shot. You shot him? Who shot him? D'après elle, Brian a subitement sorti une arme et a abattu M. Carden d'une balle dans l'arrière de la tête. Au cours de l'interrogatoire, l'agent Wilson et moi-même, on essaie de savoir qui dit la vérité. La personne qui a appuyé sur la détente doit être condamnée à la prison à vie. Peu importe qui c'est. C'est cet élément qui doit peser sur la condamnation. On examine ce que révèlent les indices. Susan Baker nous a dit que Brian a abattu Cliff en visant l'arrière de la tête. On sait qu'elle ment parce que la balle est entrée près de l'oreille, sur le côté, et non pas à l'arrière de la tête. Donc on voit clairement qu'elle ment sur des détails qu'on connaissait. Both you and Brian took him to the water, or, I mean, you tell me. I didn't touch the water. I took him so far, I said I can't. Elle veut nous faire croire que Brian a traîné le corps tout seul jusqu'à l'eau. Vu le gabarit de Cliff Carden, on savait que c'était faux. Sans oublier que sur la scène de crime, il y avait 2 types d'empreintes de chaussures qui allaient jusqu'à l'eau. Il y avait donc eu 2 personnes. Les preuves dont on disposait contredisaient sa version des faits. Il était évident qu'elle mentait. This was your idea, this was a whole setup, that you arranged for this, that you called Brian and asked him if he wanted to make some money the night before. And you go out there in the woods and you shot him. He's lying right there, because I didn't know he had money. On a commencé à soulever des points sur lesquels elle avait menti. Why would Brian say that you told him you want to make some money? I didn't. Everything so far Brian's told us has been the truth. Everybody on that Mountain Dew Cliff carried money on him. He carried about $200 or $300 on him. So you knew at least he had $200 or $300 on him. On lui a dit, on sait que vous mentez. On sait que vous avez brûlé la voiture pour essayer de détruire les preuves. On lui a dit, on sait que vous êtes allé chez lui pour le cambrioler. On a des images de vous et de Brian Bettis au motel, avec les voitures miniatures que vous lui avez volées. Je crois que c'est là qu'elle a commencé à craquer. Susan, here's the deal, okay? Brian didn't shoot Cliff, did he? You shot Cliff, didn't you? I mean, let's not lie no more, okay? No. You shot Cliff from the passenger seat, didn't you? Yeah, I did. I snapped. I did. I snapped. I had it. And I didn't even know if it was off safety or not. I didn't know. I didn't look at him when I done it. I didn't even know if he hit him or not, because I didn't hear no glass break or nothing, because all I done was went pop. See him move his head over like that, I see blood go everywhere. Elle finit par changer sa version des faits. Elle m'a demandé de mettre ma chaise à côté d'elle. Et elle m'a dit, faites semblant de conduire, d'avoir les mains sur le volant. Je suis sur le siège passager. He grabbed my arm. Yeah, he grabbed your arm. Grabbed my arm, and I just went like this, like that. J'avais jamais vu ça dans un interrogatoire. Quelqu'un qui vous montre, voilà comment je l'ai tué. Elle s'est levée et de la main, elle a fait semblant de tirer, comme elle l'avait fait sur Cliff. Pour elle, c'était qu'un vieux qui l'entretenait. The trial has started for a woman charged with shooting and robbing her boyfriend of his prescription pills, dumping his body in the river, burning his car, and going on a spending spree with his money. Susan Baker était quelqu'un pour qui mon père avait des sentiments, à qui il tenait, et elle l'a tué. Il l'aidait par bonté d'âme, et elle a profité de lui. Mon père, vous lui demandiez quelque chose, il vous le donnait. Il vous le donnait. Vous lui demandiez sa chemise, il faisait tout pour vous la donner. Vous lui demandiez quelque chose, il vous le donnait. C'était pas la peine de le lui prendre. Si elle lui avait demandé, il lui aurait donné. Ce qui me fait le plus pour l'argent et pour les médicaments.
Dans cette affaire, c'était Susan le moteur. Ce n'est pas Brian Bettis qui a échafaudé ce plan. Ce qui me dépasse, c'est cette photo. Ce selfie de Clifford et Susan, pris à peu près 1 heure avant qu'elle ne le tue. C'est le genre de selfie comme on en fait tous quand on est en couple. On se prend en photo avec notre conjoint, notre moitié, nos enfants, etc. Et elle, 1 heure après, elle le tue. Il me manque beaucoup. C'est une grande perte pour nous, surtout pour sa maman. Il était tout pour elle, et elle était tout pour lui en dehors de sa femme et de son fils. Elle n'est plus la même depuis qu'il a été tué. Je crois qu'elle ne le sera plus jamais. Jamais je n'aurais imaginé une chose pareille. Je me disais que si un jour il devait partir, ce serait à cause d'une crise cardiaque ou... J'aimerais tellement qu'il me serre encore une fois dans ses bras. Ce qui me manque le plus, les conversations père-fils. Si je pouvais parler à mon père, ce serait... Je lui demanderais des conseils sur comment être un bon père. Quand j'ai fait des trucs avec mes garçons, je pense toujours à lui. Je me demande, est-ce qu'il aurait fait ça, lui? Est-ce qu'il en serait fier? Et c'est comme ça que je me console.